Écoute, bof. C'est bon, ça tourne? T'es prêt? Bonjour à tous, merci d'être venus, pour ceux qui sont venus. Donc ce soir, on va parler de biologie moléculaire, de génétique, notamment comment transformer un poisson en lampe torche, et donc tout ce qui en découle, c'est-à-dire les OGM, les utilisations d'animaux en laboratoire et toutes les questions d'éthique qui en ressortent. Donc le but, comme le titre l'indique, c'est... Ça marche étonnamment pas quand je suis ici. Merci. Donc le but, comme je l'ai précisé dans le titre, c'est de faire en sorte que ce poisson devienne fluorescent. Ça va être chiant, ça continue. Donc le but, c'est que ce poisson donc, devienne fluorescent. Et il faut savoir qu'avant tout, on a quelques questions à se poser, parce que si vous êtes dans la rue, vous demandez à quelqu'un comment on transforme un poisson en lampe torche, la plupart des gens vous répondront « qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ?» C'est vrai, en soi, il y a quelques questions à poser avant. Par exemple, la question principale à laquelle on devrait se poser quand on demande comment, c'est surtout pourquoi. Pourquoi on s'amuserait à transformer un poisson en lampe torche ou le rendre fluorescent. La deuxième question, c'est savoir du coup jusqu'où aller si jamais on arrive à le faire, c'est-à-dire quel autre organisme on peut modifier, quels autres organismes ont été modifiés déjà. Du coup, toutes les questions en rapport aux OGM et ce qui en découle. Évidemment, quand on pose la question de modifier génétiquement, il y a aussi la question de l'éthique. Quelles limites imposer à ça? Qu'est-ce qui nous contrôle? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller où on veut au niveau de la modification génétique, aussi bien chez l'humain par exemple? Et une fois qu'on sait quelles limites on a, savoir quelle perspective, à quelle utilité on peut avoir à la modification génétique et aux OGM. Donc ces questions-là, on va les aborder, et on va aborder également la question de comment transformer un poisson en lampe torche, parce que c'est quand même le but de ce séminaire. Donc on va commencer avec les bases donc, de l'ADN. Donc encore une fois, désolé pour le jeu de mots dans les titres des diapos. Donc l'ADN, c'est 4 molécules, donc on appelle ça des bases, puriques ou pyrimidiques. Alors la variation purique ou pyrimidique dépend en fait du nombre de cycles qu'il y a au niveau de la molécule. Donc un cycle, c'est base pyrimidique, 2 cycles, c'est base purique. Il y en a 4 qui existent, A, T, C et G, pour adénine, thymine, cytosine et guanine. C'est les 4 seuls qui composent l'ADN. Elles se lient par 2 pour former 2 brins. Donc elles se correspondent notamment. Elles créent une chaîne. Et quand je dis qu'elles correspondent, c'est parce que... Quand je dis qu'elles correspondent, c'est parce qu'en fait, le A ne se lie qu'avec le T, le C qu'avec le G. On ne peut pas avoir d'autres combinaisons possibles. C'est forcément ces deux-là qui fonctionnent par paire en permanence et qui, en se répétant, forment une chaîne, en double chaîne, puisque, comme je disais, elles se lient par 2. Et ces 4 molécules peuvent se répéter, c'est-à-dire qu'on peut avoir différents A à la suite, différents T à la suite, etc. Et ça, c'est important pour créer une certaine... pour augmenter exponentiellement le nombre de variations, le nombre de possibilités de chaînes. Il faut savoir que chez l'homme, on a 3 milliards de bases qui existent, qui forment l'ADN en entier. Et donc tout ça, c'est ce qui compose la molécule d'ADN de l'être humain. Cette grande molécule, ces molécules de 3 milliards de paires de bases au total peuvent se découper en ce qu'on appelle des gènes, qui sont en fait des parties définies de l'ADN. Par exemple, ça peut être 3000 paires de bases ou simplement 500 paires de bases. Simplement une partie qui est définie et qui sert de matrice, de code pour ce qui va être la fabrication de protéines à la suite. Donc ça, on verra juste après, mais c'est justement ça, c'est comme une sorte de recette de cuisine pour créer ensuite toutes les recettes qu'on veut derrière. C'est vraiment juste une sorte de matrice. Donc cette matrice, ces gènes, sont lus par des molécules qui vont permettre de fabriquer une autre molécule qui s'appelle l'ARN, qui n'est pas de l'ADN, qui est un peu dérivé, qui a composé approximativement la même chose, on va voir ça juste après. Et cet ARN va permettre du coup la création des protéines. À savoir que des gènes, on en a 20 000 chez l'homme, bon ça c'est débattable, certains vous diront 25 000, d'autres vous diront 30 000. Moi je me base sur 20 000 parce que je considère que c'est généralement le consensus sur lequel on se pose. Donc comme je disais, ça va permettre d'être une matrice pour la fabrication de ce qu'on appelle l'ARN, et l'ARN messager, qui est la même chose. C'est un peu comme de l'ADN, c'est constitué de 4 molécules, 4 bases pareilles comme l'ADN, sauf que la différence c'est qu'au lieu d'avoir un T, une thymine, on a un U, uracile. Ça remplace juste le T, mais ça a la même composition, la même tête qu'un ADN. Et la deuxième spécificité, c'est que ça ne fait pas de double brin, c'est qu'un seul brin uniquement, donc ça ne se lie pas par 2. Ce qui fait qu'on va pouvoir plus tard lier des choses dessus, bloquer cet ARN et pouvoir bloquer l'expression de différentes protéines. Parce que l'ARN a comme principal but justement de fabriquer au final des protéines, de permettre la fabrication de protéines. Et on va voir que ces protéines sont très importantes. Donc au final, on
on a justement cet ARN qui vient de l'ADN et qui va créer les protéines. C'est le code qui est transmis, c'est un petit peu comme, pour faire simple, le cuisinier qui lit la recette et qui va créer la recette en question. Une chaîne d'ARN, ça forme un gène. Alors c'est vrai et faux, mais pour le cas de l'exposé, on va dire que c'est vrai. Mais en général, on part du principe qu'un ARN égale un gène, donc on a un certain nombre de protéines qui est plus ou moins égal au nombre de gènes qu'on a. C'est variable, mais ça, on ne va pas l'aborder. Donc la raison pour laquelle les protéines c'est important, c'est parce que c'est ce qui va définir des traits de caractère, ce qui est en gros tout ce qui vous définit, votre couleur de cheveux, vos hormones, vos couleurs de peau, etc. Tout ça, c'est des protéines qui sont exprimées par l'expression de ces ARN et qui résultent du coup de l'expression du gène. On va faire un résumé juste après, mais normalement le chemin c'est donc ADN, ARN et la protéine. La protéine sert à tout dans votre organisme pratiquement. C'est le ciment de votre maison, de votre corps. Et elle est résultant de l'expression de la protéine. Il y a quelques semaines, il y a eu un exposé sur l'aposématisme et qui définissait par exemple que la couleur d'un animal ou d'un insecte permettait d'envoyer un signal auprès de ses prédateurs pour les empêcher de les manger parce qu'ils savaient que ça allait être toxique ou autre. C'est le cas par exemple de la coccinelle. La coccinelle a une pigmentation rouge qui est due justement à l'expression d'une protéine qui est arrivée au cours de l'évolution. Et on va voir comment. Mais cette couleur rouge, cette expression de la couleur rouge sur la coccinelle est due à une de ces protéines qui est exprimée. Et ça lui sert puisque ça lui permet de survivre à certains prédateurs. Un transgène, c'est ce qu'on va également utiliser pour modifier les gènes. C'est un gène tout simplement qu'on a isolé dans le but de le transférer à un autre organisme. Donc à partir du moment où on a un gène qui n'est pas dans une cellule ou qui est isolé, qui va permettre justement de modifier l'expression ou de remplacer l'expression d'un autre gène, on va appeler ça un transgène. C'est vraiment la molécule qu'on va insérer qui va tout modifier, enfin du moins modifier ce qu'on veut. Comme je disais, pour l'aposématisme par exemple, les mutations, c'est ce qui va permettre l'évolution et c'est justement ce qui permet de modifier l'ADN. C'est là-dessus qu'on va se baser pour pouvoir faire de la transgénèse et de la modification d'ADN. C'est tout simplement un changement du génome de base. Le génome, c'est la séquence d'ADN d'un organisme. Ça va être simplement le changement de cette séquence, peu importe comment cette mutation se trouve être. Il y a différents types de mutations qui existent. On a l'ajout, on a la suppression, on a même le changement des paires de bases qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut ajouter de l'ADN, on peut supprimer de l'ADN, on peut changer les bases de cet ADN. Donc ça va changer, ça va modifier totalement tout, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, l'ADN était la matrice qui permettait de fabriquer des protéines, et donc qui permettait d'exprimer des traits de caractère. Donc si on modifie ça, on modifie donc toute la suite, la chaîne, et donc par conséquent l'expression du gène. Ça a différents impacts, ou ça peut très bien ne pas en avoir. Il faut savoir que c'est quelque chose qui peut être fait de façon naturelle, et qui arrive toutes les secondes ou toutes les millisecondes au sein de l'organisme de tout le monde. On a des milliers, des milliers de mutations qui arrivent, et qui peuvent modifier ou non justement le génome, et donc possiblement induire ou non des conséquences plus ou moins graves à ça. On a par exemple, comme l'a présenté Flora il y a quelques semaines, dans le séminaire sur la mort et sur les cancers, on a la possibilité d'induire un cancer à travers une mutation naturelle notamment, ou même causée, qui est due à cette modification d'ADN. La cellule ne répond plus correctement, on n'a plus les signaux habituels, les protéines habituelles qui permettent la différenciation ou la prolifération de ces cellules, donc on va avoir un cancer qui va se développer. C'est une des conséquences qu'il peut y avoir par les mutations, comme il peut y avoir des mutations, comme j'ai dit, qui ne font rien au final, qui sont totalement bénignes. Les origines en dehors d'être naturelles peuvent être provoquées, donc là c'est ce qu'on nous on cherche à faire. On cherche à modifier un ADN nous-mêmes, donc avec l'ingénierie génétique. On va insérer ou on va simplement supprimer des bouts d'ADN qui vont nous permettre de modifier l'expression d'un gène. L'expression d'un gène qui définit donc justement la fabrication d'ARN et la fabrication de protéines, ce qu'on définit par l'appellation d'expression. Elle peut également être accidentelle. Si on cherche à modifier un gène et que finalement ce gène avait un intérêt sur un autre gène à côté, l'autre gène à côté va prendre un coup dans la tête et va ne plus s'exprimer correctement. Ça, c'est accidentel et ça peut, dans beaucoup de cas, provoquer par exemple des cancers ou des problèmes. C'est ce qui est arrivé, on verra ça en fin d'exposé, ce qui est arrivé dans un cas de modification de gène à visée thérapeutique. Donc maintenant qu'on sait tout ça, en résumé, on sait qu'un gène, ça crée un ARN qui va donc créer une protéine. Donc au final, un gène, ça définit l'expression de protéines, et cette protéine prédéfinit un trait de caractère, donc peu importe ce que ça peut être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être tout et n'importe quoi, votre pigmentation des yeux, pigmentation des cheveux, votre système hormonal, votre système sanguin, tout ça, tout peut être modifié par la modification génétique. Donc si on a une modification sur le gène, on va forcément induire une mutation au niveau de l'ARN qui va forcément donner un impact sur la protéine. À partir du moment où on sait ça, on peut partir donc sur l'idée qu'on peut modifier des gènes, mais avant on avait une question qui était simple, qui était pourquoi est-ce qu'on irait modifier des gènes?
La raison pour laquelle on modifie des gènes, c'est parce qu'on veut justement modifier l'expression de gènes qui pourraient être responsables de certains traits de caractère qui nous intéressent. On a le cas dans différentes maladies, par exemple le cas de la maladie d'Huntington par exemple, où on a 3 paires de bases qui vont se répéter un certain nombre de fois. Et si elles ne se répètent pas plus de 30 fois, ces 3 paires de bases, le gène de la maladie d'Huntington ne va pas être nocif, ne va pas forcément provoquer de maladie ou autre. Mais si par des mutations, n'importe lesquelles, ces 3 paires de bases vont se répéter plus de 30 fois, on va commencer à avoir on appelle ça un phénotype, la maladie qui va arriver au cours de la vie. Après, ça dépend du nombre de fois où les 3 paires de bases sont répétées. Mais si par exemple ces 3 paires de bases sont répétées une centaine de fois, la maladie peut arriver très tôt dans la vie. Donc ça, c'est une mutation qui définit l'apparition d'une maladie. Et si on veut, par exemple, dans le cas par exemple, de thérapie génique qu'on verra à la fin, modifier ce gène pour éviter l'apparition de la maladie, on va essayer d'enlever un certain nombre de répétitions. On va peut-être enlever 70 répétitions de ces 3 paires de bases pour en garder qu'une trentaine et donc espérer que ça ne provoque plus la maladie puisque le gène sera à nouveau fonctionnel. Ça peut être un des intérêts. Ça peut tout simplement être un intérêt aussi dans le but de la recherche à créer par exemple un modèle de maladie tel que par exemple le diabète. On va peut-être essayer de bloquer l'expression d'une protéine telle que l'insuline et donc provoquer un diabète volontaire chez un animal comme la souris ou peu importe quel animal on peut utiliser, généralement c'est la souris. Et donc au final avoir une souris qui sera un modèle de la maladie du diabète et assurer on pourra essayer des molécules thérapeutiques pour essayer de voir si on peut sauver ce phénotype. Donc c'est un des exemples pour lesquels on pourrait utiliser la modification de gènes, mais on a énormément d'autres. On a également pas mal d'utilisation de transgènes dans le cas de l'étude développementale. Donc quel que soit l'animal, moi par exemple je m'intéresse au poisson, donc on a par exemple l'étude développementale du poisson. On va regarder à travers justement la fluorescence du poisson, le développement de certains de ses tissus. Comme par exemple, il y a beaucoup d'autres applications, mais comme par exemple, on avait l'exemple, on montrera après, mais des motoneurones qui vont se fixer au niveau des muscles, qui partent de la moelle épinière pour se fixer au niveau des muscles. Ça, c'est quelque chose qui peut être observé en temps réel avec simplement une protéine fluorescente qui marque ces motoneurones. Ça, c'est une modification génétique qui peut être extrêmement utile, notamment dans le milieu de la recherche. Il y a beaucoup d'autres intérêts, on verra ça notamment sur la partie des OGM, mais c'est intéressant. Moi, dans mon exposé, je parle notamment des poissons zèbres. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise le poisson zèbre, le poisson, moi j'utilise poisson zèbre spécifiquement. Pourquoi ce poisson? Parce qu'en recherche notamment, il est intérêt qu'il est translucide lors du développement, du coup il permet vraiment d'avoir une vision en fluorescence très intéressante de son organisme. Donc si on veut fixer par exemple les motoneurones ou autres, on a un intérêt concret à le voir. Il a un développement rapide, en 6 jours il est déjà considéré comme adulte, considéré comme totalement développé, donc sur ces 6 jours-là on peut voir le développement se produire, et donc comme je disais juste avant, le développement est très intéressant dans le cas de la transgénèse, puisque ça nous permet justement d'impacter dessus et de voir les résultats qui peuvent y être. Il a une forte homologie génétique avec l'homme, ça veut dire qu'il partage 70% de notre génome avec un poisson. On remarque qu'on en partage bien, je crois 90% avec la banane, donc en soi c'est pas forcément... Non, 50% avec la banane et 90% avec certains singes. Donc en soi c'est pas trop étonnant qu'un poisson partage 70% avec nous. Et il est peu coûteux tout en ayant un fort taux de reproduction, donc toutes les semaines on peut le reproduire et on peut régulièrement obtenir une centaine d'œufs sur lesquels on peut effectuer des expériences, notamment des expériences de modification génétique, et donc créer des lignées qui vont très vite se redévelopper et se reproduire, etc. Donc c'est un modèle qui est très intéressant, c'est pour ça que j'utilise notamment dans cette présentation, parce que je travaille dessus et parce que c'est un modèle assez cool. Il y a d'autres modèles plutôt cool, hein, la souris qui est plus connue, la mouche, il y en a plein d'autres qui existent en recherche, mais celui-là en tout cas était très intéressant. Donc comme tout à l'heure je vous disais, on pouvait marquer dans l'étude développementale des motoneurones pour voir leur développement au sein de l'organisme, donc là c'est le cas, avec donc des motoneurones qui poussent à partir de la moelle épinière du poisson jusqu'aux muscles, et ces motoneurones ont été marqués, notamment les cellules de la moelle épinière, ont été marquées par un agent fluorescent, on va voir après comment, qui permet donc de voir ça en temps réel. Donc ça, c'est un des intérêts dans la science. Si on modifie par exemple un des gènes impliqués dans le développement des motoneurones, on verra que ce développement ne se fait pas normalement. Là, il se fait normalement totalement dans le poisson, mais si jamais on voulait impacter ça, on le verrait de façon impactée. Ça nous permettrait de savoir que ce gène, par exemple, est impliqué dans le développement du motoneurone. Donc ça, c'est une des applications de la recherche, mais il y en a, comme je disais, beaucoup d'autres. On ne va pas tous les aborder. Donc maintenant, la question c'est comment modifier un poisson génétiquement, comment faire en sorte que ce poisson soit fluorescent ou autre. Et pour ça, il faut d'abord connaître les intérêts de la transgénèse et comment la transgénèse se fait. Il y a deux types de transgénèse qui existent, la transgénèse transitoire, qui elle, par contre, n'est pas héritée et non permanente, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas transmise à ses descendants, et qui va uniquement agir sur l'expression du gène et pas sur le gène en lui-même. Ça veut dire qu'on va notamment avoir un impact au niveau de l'expression de l'ARN, donc qui est la molécule qui est produite à partir de l'ADN,
ou tout simplement en augmentant le taux d'ARN pour augmenter le taux de protéines produites. Donc soit on va faire ce qu'on appelle un knockdown, ça veut dire qu'on va diminuer l'expression d'ARN, on va diminuer l'expression de la protéine au final, ou soit on va l'augmenter, on va faire une surexpression. Donc ça, c'est l'intérêt de varier l'expression d'un gène, et pour faire ça, on a par logique l'intérêt de modifier les gènes d'une cellule qui est une cellule embryogénaire, donc généralement c'est les blastocytes, c'est les premières cellules au niveau de développement. Chez les poissons c'est faisable parce que le développement n'est pas suffisamment rapide pour pouvoir rater le moment de la première cellule, mais chez certains organismes c'est plus difficile. La mouche par exemple, la première cellule se divise extrêmement rapidement, donc c'est très difficile de faire une injection au niveau de la cellule œuf puisqu'elle est déjà pluricellulaire, et donc par conséquent on a différentes cellules. On va créer un modèle mosaïque, quand on dit mosaïque, c'est-à-dire un modèle qui a une expression d'un gène dans différentes cellules et pas dans d'autres. Ça va être compliqué, ça va être un assez gros bordel, mais malheureusement c'est ce qui est généralement fait. Enfin malheureusement, si heureusement d'ailleurs, ce qui est généralement fait, et puis après c'est par croisement qu'on récupère. Mais moi je m'intéresse donc, comme je disais, aux poissons, et l'intérêt du poisson c'est qu'au premier stade de développement, et c'est le cas également pour la souris ou d'autres modèles qui sont plus lents en développement, on peut modifier le génome de la première cellule, donc la cellule primaire, celle qui va donner après toutes les autres cellules de l'organisme. Et si on modifie cette cellule, par logique, on va modifier toutes les autres cellules de l'organisme. C'est d'où l'intérêt d'injecter à ce niveau-là. Et comme je disais pour la transgénèse transitoire, il y a donc deux différents types de transfection. On a la transfectée, on appelle ça transfectée, c'est injecter de l'ADN ou de l'ARN directement dans le sein de la cellule. On a l'injection d'ARN, qui permet donc une surexpression de la protéine, donc augmenter le taux de protéines, voir ce que ça donne au sein de l'organisme, ou injecter un ARN qui va se lier à la molécule d'ARN qui est dans l'organisme de base, et le bloquer, l'empêcher de s'exprimer. Comme je disais, c'était simple brin, donc l'intérêt de pouvoir fixer un autre ARN dessus et le rendre double brin, c'est d'empêcher l'expression de cet ARN en protéines. Et là, l'intérêt, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un knockdown, c'est-à-dire qu'on n'exprime plus la protéine au final dans l'organisme, et on bloque totalement l'expression de la protéine. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on ne touche pas au génome de l'animal, on ne touche pas aux gènes en eux-mêmes, on touche juste à leur expression, et donc par conséquent, c'est pour ça qu'on dit transitoire, c'est parce que ça ne sera pas transmis à une descendance, ça ne sera pas transmis aux générations futures. En général, sur ces animaux-là, on ne les garde pas de toute façon pour les faire se reproduire. On regarde juste l'expression, ce que ça donne, et après, on les sacrifie. Du coup, si on peut faire une expression transitoire, on peut par logique faire également une transgénèse transitoire, on peut également faire par logique une transgénèse stable. Bonjour. On peut donc faire une transgénèse stable, qui, elle, par contre, est héritée et donc permanente. L'intérêt de cette transgénèse stable, c'est que si on veut faire des lignées qui vont avoir une mutation au niveau d'un gène continu, ça sera toujours plus intéressant de toucher cette fois-ci le gène en lui-même plutôt qu'un ARN ou l'expression de ce gène. Donc là, c'est la différence avec la transgénèse transitoire, c'est qu'on veut carrément toucher au gène, le modifier lui-même, et donc changer l'expression d'un ARN, soit en le bloquant l'expression du gène, soit en mutant l'ADN, et donc par conséquent, ça va muter l'ARN et ça va modifier l'expression de la protéine. Ça, c'est un exemple de transgénèse stable. La transgénèse stable, pour le faire, il faut forcément injecter de l'ADN. La différence quand on injecte de l'ADN ou de l'ARN, c'est que l'ARN, on peut l'injecter directement avec une seringue au niveau de la cellule œuf. Ça va directement se fixer sur l'ARN qui est dans la cellule, donc c'est pas un souci. Par contre, quand on veut toucher ce qui se passe dans le noyau de la cellule, donc directement l'ADN, il faut qu'on arrive à transporter cet ADN au niveau du noyau. Là, c'est différent de l'ARN qui ne se trouve pas au niveau du noyau. C'est que là, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des virus, tout simplement. Le mécanisme d'un virus de base, c'est qu'il va faire en sorte que son ADN rentre dans votre cellule, utilise votre machinerie cellulaire pour créer son propre ADN à lui, et puis finalement créer plusieurs virus. Donc nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce mécanisme-là, sans que ce soit pathogène, bien entendu, pour l'homme ou pour l'organisme, mais cette fois-ci, au lieu de mettre l'ADN du virus qui sera répliqué, on va mettre notre ADN, notre transgène à nous, et il sera répliqué au sein de la cellule. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé des virus, ils ont inactivé ces virus en enlevant leur ADN, ils ont mis l'ADN qu'on veut injecter au sein de la cellule, et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, sur des cellules œufs de poisson, on va injecter ces vecteurs, ces virus, au sein de la cellule. Le virus va arriver jusqu'au noyau, va libérer le transgène qu'on veut insérer au sein du noyau, et cet ADN, une fois fixé au sein de l'ADN génomique de la cellule, va possiblement s'incruster ou non, et donc permettre plus tard de développer des cellules qui auront toutes cet ADN. Donc en fait, on utilise juste ces virus inactivés comme ce qu'on appelle des vecteurs, c'est des transporteurs en fait, d'ADN jusqu'à la destination. Donc du coup, une fois qu'on a transporté cet ADN dans la cellule, comment on fait pour savoir si c'est bien intégré à l'ADN génomique, comment on fait pour savoir si le transgène justement est bien arrivé dans l'ADN génomique de la cellule. Là, pour ça, on va faire en sorte que, comment faire intégrer, parce qu'après on va vérifier comment vérifier, mais comment faire en sorte pour que l'ADN qui est apporté soit intégré au sein du génome. On va tout simplement forcer l'ADN à se casser.
on va le casser nous-mêmes avec un mécanisme comme par exemple CRISPR-Cas9 que je vais présenter juste après. On va le casser volontairement, et on va après forcer l'ADN à se réparer. En forçant l'ADN à se réparer, il va forcément devoir trouver quelque chose pour recréer son ADN. Donc du coup, il va possiblement utiliser la molécule qu'on lui a injectée pour fabriquer justement le deuxième brin. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va par exemple avec CRISPR-Cas9 couper un endroit de la molécule, et lorsque la molécule va pouvoir se réparer, elle va possiblement, par appariement, comme tout à l'heure je disais, les bases sont complémentaires, va possiblement prendre comme exemple notre transgène apporté de façon exogène. Donc pour créer cette cassure, on a différents mécanismes. On a CRISPR-Cas9 qui est le plus connu, même en dehors de la science, il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé de ça. On a d'autres mécanismes qui s'appellent TALEN, TOL2, mais je ne vais pas les présenter parce qu'ils sont plus complexes et que je pense que CRISPR-Cas9 sera déjà suffisamment complexe. Et du coup, après ça, on a la question de savoir comment savoir si le transgène est inséré. Donc là, on va utiliser des gènes qui s'appellent rapporteurs. Les gènes rapporteurs, c'est des gènes qui vont exprimer quelque chose qui peut être vu, ou quelque chose qui peut être dosé ou estimé au sein de la cellule, et qui vont dépendre de ce qu'on a inséré. C'est-à-dire que si on a injecté notre ADN et qu'il est inséré au sein de l'ADN, on va forcément voir l'expression de ce gène rapporteur à côté. Ce gène rapporteur, ça peut être le plus souvent des gènes rapporteurs qui s'appellent visuels, c'est-à-dire des gènes rapporteurs de protéines fluorescentes. Alors, la protéine fluorescente la plus souvent utilisée, c'est la GFP, la Green Fluorescent Protein, qui vient d'une méduse à la base, et qui, comme la plupart des méduses, la fait briller au fond de l'eau. Donc les chercheurs se sont dit pourquoi on n'utiliserait pas cette propriété fluorescente pour pouvoir marquer plusieurs choses dans les cells d'organismes, et notamment pour utiliser en tant que gène rapporteur. Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout d'ADN, le transgène qu'on veut injecter au sein de l'animal. On va ajouter à cet ADN un gène qui exprime la GFP, donc cette protéine fluorescente. Et en fait, cette protéine fluorescente va être exprimée, va ne rendre l'animal fluorescent que si jamais le premier gène va être exprimé, le gène qu'on veut insérer. Donc cette expression va dépendre de l'insertion de notre transgène à nous. Ça va être une construction qu'on va avoir, d'un côté le gène qu'on va insérer, et le deuxième, le gène qu'on veut voir s'exprimer, pour être sûr. Mais ça peut être différentes autres protéines, comme par exemple la luciférase, qui elle vient des lucioles, qui permet de faire briller les lucioles. On va garder ce gène-là, on va faire en sorte que ce soit mis dans une construction avec notre transgène pour voir si jamais ça va justement exprimer ou pas cette fluorescence après insertion. Mais il y en a d'autres, comme le LACZ, qui est un gène qui vient des bactéries, qui est lié notamment au métabolisme du lactose, et qui permet d'avoir une coloration bleue au final au niveau des organismes. Ou encore la GUS, qui elle permet une coloration bleue également, qui vient également des bactéries, mais qui elle est plus souvent utilisée dans les plantes parce qu'elle n'est pas exprimée naturellement chez les vertébrés. Elle est exprimée naturellement chez les vertébrés et pas chez les non-vertébrés, pardon. Et c'est ce qui permet justement d'avoir un gène rapporteur qui ne sera pas biaisé par l'expression déjà présente chez les vertébrés. Comme les plantes ne l'expriment pas, on sait très bien que si jamais un jour elles l'expriment, c'est parce qu'on a fait quelque chose au niveau des gènes et que le transgène est bien inséré. Donc ça, c'est un des gènes rapporteurs les plus souvent utilisés. Plus souvent, c'est visuel, on a d'autres mécanismes, mais c'est généralement celui qui nous intéresse, notamment dans le cas de rendre notre poisson fluorescent. Donc tout à l'heure, je parlais de CRISPR-Cas9. Je vais vite fait faire un petit exemple de CRISPR-Cas9 pour que vous sachiez vite fait comment ça fonctionne, je suppose que certains le savent. Donc CRISPR-Cas9, c'est un mécanisme qu'on appelle communément le ciseau ADN, ce qui va permettre de cliver l'ADN, de couper l'ADN à un endroit précis. Pour ça, on va injecter différentes choses au sein de la cellule œuf. Ces différentes choses, c'est déjà la protéine, Cas9, qui va, en fait, la paire de ciseaux, tout simplement, celle qui va casser l'ADN. On va insérer avec ça un ARN guide. Alors le but de l'ARN guide, c'est qu'il va se fixer sur l'ADN à l'endroit qu'on veut, précisément, pour dire à la protéine après, tu vas couper à cet endroit-là. Donc c'est vraiment une question de ciblage. L'ARN guide va servir juste à cibler la portion d'ADN qu'on veut couper. On a forcément notre transgène qui va être inséré également, qui va donc, après la coupure de l'ADN, servir de matrice pour pouvoir reformer l'ADN et donc être possiblement inséré au sein de l'ADN génomique. Et donc ces trois choses-là vont permettre le clivage. Donc dans un premier temps, vous avez l'ARN guide qui va se fixer au niveau de l'ADN, un endroit précis sélectionné par les chercheurs en question. La protéine Cas9 qu'on va voir l'ARN se fixer va comprendre que c'est à cet endroit qu'elle va couper. Et une fois le clivage fait, le transgène qui va venir pour possiblement s'insérer au niveau de l'endroit où la réparation va être faite. Donc là vous voyez la réparation qui normalement est faite juste après le clivage. On espère que notre transgène qui est en bleu ici va s'insérer à cet endroit-là. C'est encore une fois un facteur chance, parce qu'on n'est pas forcément sûr qu'à chaque fois ce soit le cas. Mais comme on a généralement des modèles animaux qui nous forment plusieurs descendances, on peut se permettre d'avoir un certain pourcentage de cette descendance qui a bien notre transgène inséré.
Et comme on ne sait pas si tous les animaux auront bien le transgène inséré, c'est là l'intérêt qu'on utilise, c'est l'intérêt d'utiliser un gène rapporteur. Ceux par exemple qui sont fluorescents, on sait qu'ils vont insérer le génome, on peut les garder. Les autres, on les sacrifiera ou on les laissera pour autre chose, mais en général, on ne les garde pas. Le problème de CRISPR-Cas9, c'est qu'on doit bien choisir sa séquence d'ARN guide pour bien être sûr de cibler le bon endroit. Et l'ADN, même si on a 3 milliards de paires de bases au sein de l'organisme, il y a toujours possibilité pour qu'il y ait des répétitions, même si c'est 20 paires de bases qu'on choisit. 20 paires de bases, statistiquement, c'est très peu de chances qu'on en trouve plusieurs fois dans 3 milliards de paires de bases, mais ça peut toujours arriver. Et donc, on ne veut pas que ça coupe à des endroits qu'on ne veut pas. On veut juste que ça coupe à l'endroit précisément où on a ces 20 paires de bases qu'on a choisies qui vont se fixer. Mais si jamais un endroit du génome ça va se fixer, un autre endroit du génome ça va se fixer aussi, ça va couper aux 2 endroits et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc c'est assez risqué pour le moment CRISPR-Cas9 puisqu'on a ces risques qu'on appelle d'off-target justement, d'aller couper à des endroits qu'on n'a pas choisis parce que ces 20 paires de bases qu'on a mis pour l'ARN guide sont également présentes à un autre endroit de l'ADN. Donc aujourd'hui on ne peut pas vraiment choisir d'ARN guide qui soit spécifique d'un seul endroit. Minimum c'est 4 endroits différents dans l'ADN. Donc ça veut dire qu'on risque de couper à 4 endroits différents à chaque fois qu'on fait un CRISPR-Cas9. Et en soi, on sait très bien que les autres endroits vont être réparés juste après, donc c'est pas dramatique. Mais si jamais ces endroits-là sont pas réparés ou mal réparés par le mécanisme de réparation de la cellule, et que c'est des endroits qui peuvent être importants comme des oncogènes, des gènes responsables de mutations, de tumeurs, etc., on évite dans ce cas-là de créer CRISPR-Cas9 à ces endroits-là, puisque ça pourrait très bien biaiser encore une fois les résultats et biaiser le modèle qu'on va avoir au final. Donc ça, c'est CRISPR-Cas9, c'est un des exemples de mécanismes de clivage de l'ADN, de coupure de l'ADN, pour ensuite insérer notre transgène. Donc la question de base, c'était comment transformer un poisson en lampe torche. Maintenant qu'on voit à peu près comment la transgénèse est faite, on va y répondre à travers un schéma. Donc dans un premier temps, il faut notre transgène. Donc notre transgène, ça va être un gène qui va être exprimé dans tous les tissus, parce qu'on veut que nos poissons fassent la fluorescence partout. Donc on appelle ça un gène ubiquitaire, un gène exprimé partout. On va ajouter à ce transgène une protéine fluorescente. Donc là, on a choisi la GFP parce qu'on veut rendre fluorescent en vert, mais ça aurait pu être une fluorescente rouge ou peu importe une autre couleur. Donc on va associer cette protéine à notre transgène. Donc si jamais notre transgène est exprimé, la protéine sera forcément exprimée, donc on aura forcément une luminescence, une fluorescence, pardon. On va mettre cette construction-là au sein d'un antivirus ou d'un adénovirus qui est inactivé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le principe des vecteurs, c'est ce qui va permettre d'aller emporter l'ADN dans la cellule. Et ça, on va l'injecter au sein de la cellule œuf de notre animal. Bon, là, c'est le cas d'un poisson. Donc, dans le sein de la cellule œuf de notre poisson. Et ce virus va donc libérer notre construction au sein de la cellule, qui va ensuite s'insérer possiblement au génome, et donc provoquer notre fluorescence. Dans cette diapo, il manque une partie, c'est le clivage. Comment est-ce qu'on provoque le clivage de l'ADN pour pouvoir faire rentrer notre construction intérieure. Là, le système totalement dépendant totalement volontaire selon le manipulateur, ça peut être, comme je disais, CRISPR-Cas9 ou autre, qui est donc injecté en même temps que le virus. On injecte, on espère du coup qu'il y ait une coupure de l'ADN, et qu'en même temps, on ait l'ADN apporté par le virus, le transgène apporté par le virus qui s'injecte. Dans les portées qui s'en suivent, on a une partie des poissons qui sont donc fluorescents sur tous les tissus, parce qu'ils auront inséré le transgène qu'on voulait, donc le transgène qui s'exprime dans tous les tissus justement, et donc cette fluorescence sera dépendante de l'insertion. Là, dans l'immédiat, c'est juste vouloir rendre un poisson fluorescent, mais ça pourrait être différents autres mécanismes. Si par exemple vous voulez modifier une protéine spécifique de l'organisme, on aurait donc pris pas un gène ubiquitaire, mais un gène spécifique de notre protéine. On l'aurait modifié, on aurait transfété comme ça, et on aurait donc vu à l'endroit où la protéine est exprimée, donc pas forcément dans tout l'organisme, mais à certains endroits spécifiques, on aurait vu une fluorescence. Donc ça, c'est comment, du coup, rendre un poisson fluorescent. Du coup, il faut savoir que ça, c'est valable chez les animaux, mais chez les bactéries, il y a également un mécanisme qui peut exister similaire, qui se rapproche beaucoup du mécanisme du clonage dont vous avez parlé Maud au début des séminaires pour tous, et qui est dépendant de ce qu'on appelle un plasmide. Les plasmides, c'est des petits morceaux d'ADN qui font pas partie de l'ADN bactérien de base. C'est un bout d'ADN qui est supplémentaire dans les bactéries, qui leur sert à beaucoup de choses, notamment à partager des gènes de résistance aux bactéries, par exemple, ou autres. Et ce plasmide-là, il nous est intéressant parce que du coup, il est facile à extraire, à récupérer ou à resynthétiser et à réinjecter au sein de bactéries. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement récupérer un plasmide, le modifier avec un transgène d'intérêt, avec également, on va avoir un gène rapporteur, et le réinsérer au sein d'une cellule ou au sein d'une autre bactérie. Pour faire ça, on a différentes méthodes. On a la méthode du heat shock, c'est simplement un choc thermique. Le but, c'est de faire en sorte que la paroi de la bactérie ou de la cellule s'ouvre par choc thermique.
du moins que les pores s'ouvrent avec les chocs thermiques, et que l'ADN justement rentre à l'intérieur des cellules. On n'a pas besoin d'un vecteur, on n'a pas besoin de virus ou autre, on veut juste mettre un plasmide avec notre bactérie dans un tube, faire un choc thermique au niveau de ce tube, et normalement les cellules vont s'ouvrir pour laisser passer l'ADN à l'intérieur. Le plasmide n'a pas besoin d'être inséré au sein de l'ADN bactérien, donc il va juste être à l'intérieur de la bactérie, et à chaque division de la bactérie, il va se reproduire. Ça, c'est un système tout bête de clonage qu'on peut faire au niveau de la bactérie. Il y a d'autres méthodes, l'électroporation, c'est un courant qu'on va induire au niveau de la paroi des cellules et qui va ouvrir leur canot qui permet de faire passer justement des molécules. Donc on va faire pouvoir passer par exemple l'ADN justement qu'on va faire entrer, le plasmide. Et on a par exemple la lipofection qui est en fait des petites bulles de graisse qui vont contenir notre plasmide et qui vont aller se coller à la paroi des cellules et de bactéries pour faire rentrer notre ADN à l'intérieur. Ça, c'est différentes méthodes qui permettent de faire rentrer notre ADN, notre plasmide à l'intérieur d'une cellule ou d'une bactérie sans avoir à utiliser des virus ou des vecteurs. La différence avec le vivant, notamment, c'est justement le fait que dans le vivant, c'est assez difficile de faire ça sur une cellule œuf, puisqu'elle est en plein développement. On ne va pas lui faire un choc thermique, on ne va pas lui faire une électroporation, etc. C'est assez violent au niveau d'une cellule œuf et ça ne va pas permettre à l'animal de se développer correctement. Alors qu'une simple cellule sur une culture ou une simple bactérie, c'est tout de suite plus simple. La dernière étape, c'est évidemment les gènes rapporteurs, pour savoir si ça s'est bien inséré au niveau de la bactérie cette fois, ou de la cellule, et non pas au sein de son ADN. Juste si c'est bien présent à cet endroit-là, on a inséré au sein de notre plasmide un gène qui va permettre la résistance à un antibiotique. Ce qui fait que si on fait pousser notre bactérie et qu'elle résiste à cet antibiotique, c'est qu'elle a forcément inséré notre plasmide et donc notre transgène qu'on voulait mettre avec. Donc là, en fait, c'est la sélection simplement pour antibiotiques et ça va être important à retenir ça pour la simple problématique des OGM, notamment le fait que si on fait justement la sélection antibiotique dans la fabrication de différentes drogues ou différents traitements, par clonage, on va possiblement consommer des médicaments ou des traitements qui vont avoir été utilisés été développés à travers des résistances antibiotiques. Donc c'est la question de savoir quel effet on a sur l'humain de consommer une drogue un médicament qui a été conçu à travers une résistance antibiotique. Et du coup, chez les végétaux, on a différents mécanismes pour sélectionner, pour faire une évolution génétique d'un organisme. On a la simple sélection naturelle. Si un végétal, un simple plant pousse avec un trait caractéristique qui nous intéresse, tout bêtement le récupérer et le faire à nouveau se reproduire. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui peut être permis au sein de la nature, puisque le cycle de génération des plantes est beaucoup plus rapide que sur d'autres animaux, et surtout que les traits d'intérêt des plantes, c'est beaucoup plus simple à choisir que sur des traits d'intérêt d'animaux. On a également les croisements de culture. Si on a une plante qui nous intéresse avec un trait d'intérêt, on va essayer de la faire se reproduire entre guillemets avec une autre plante, de la même espèce ou pas d'ailleurs, croisement interespèce, pour obtenir un trait d'intérêt qui nous intéresse au final. Et pour le moment, ce sont deux méthodes qui peuvent être utilisées, mais le problème de ces deux méthodes-là, c'est que ça n'implique pas de la modification génétique, et c'est pas du coup le thème de cet exposé. Par contre, c'est toujours possible de faire de la modification génétique chez la plante, par exactement le même principe que chez les eucaryotes, que chez les vivants. Simplement, la différence, c'est qu'en tant que vecteur, on n'utilise pas un virus inactivé, on utilise simplement une bactérie qui naturellement va infecter les plantes et leur transmettre une maladie. Sauf que là, évidemment, comme pour les virus, on enlève la partie du génome qui va provoquer la maladie et on va la remplacer par notre vecteur et notre gène rapporteur. Comme je vous dis tout à l'heure, gène rapporteur chez les plantes, c'est notamment GUS, c'est un gène qui permet de voir une fluorescence bleue. Donc si on voit au niveau des graines, enfin des germes, une fluorescence bleue, on sait qu'on a inséré notre vecteur. Et pour l'insérer, tout simplement une simple transfection, comme tout à l'heure, j'ai montré dans une bactérie. Donc à travers la membrane de la bactérie, avec un simple plasmide. Donc ça, c'est une des méthodes classiques chez les végétaux. Il y en a beaucoup d'autres qui existent. Je ne suis pas trop spécialiste des végétaux, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent, et du coup, j'évite de trop me détailler dessus. Mais en tout cas, c'est une des méthodes qui existe pour modifier un génome de plantes. Aujourd'hui, on a différents types de gènes qui existent. On a notamment, au niveau de l'agriculture, les maïs, qui ont certaines résistances qui sont les plus communes, les plus courantes. Résistance aux insectes, aux herbicides ou à la sécheresse. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant, qui est assez couramment utilisé. On a le soja qui a exactement la même chose, résistance aux insectes, aux herbicides, moins à la sécheresse, puisque ça n'a pas vraiment d'intérêt de résister à la sécheresse. Et on a par exemple les patates en type de modification génétique, en type de gènes, qui elles ont beaucoup plus de gènes qui leur servent beaucoup plus à des résistances différentes, telles que résistance aux ecchymoses, aux taches noires. En fait, tomber une patate quand vous avez
éviter que la patate soit abîmée à chaque choc. Pas de noircissement dû à l'oxydation, parce que vous épluchez votre patate, etc. Il y a des patates OGM ont tendance à moins s'oxyder, à moins être dû à ça. Alors je sais plus pour quel principe, ils enlèvent un gène qui est justement impliqué dans cette voie d'oxydation et qui du coup empêche la patate de s'oxyder. Moins d'acrylamide, qui est impliqué notamment dans, si je dis pas de bêtises, dans certains types de maladies, non c'est dû à l'amidon et c'est différents types de, pas maladies, mais de pareil, noircissement et autres. Et le mildiou, qui est une maladie notamment des patates, et dû à l'amidon également, qui cette fois-ci est inhibé à travers le blocage du gène qui peut être qui fait partie de cette maladie, enfin qui peut être induit dans cette maladie. Donc différentes modifications génétiques au sein de différents organismes végétaux qui permettent donc différents types de gènes. Jusque-là, on voit que ça n'a pas trop d'impact en soi visuellement sur un être humain, mais en soi, on n'en sait pas des masses, donc ça peut très bien être plus dangereux. On a d'autres types de végétaux qui ont été modifiés. Le coton, betterave sucrée, papaye et pommes. Donc j'avais eu un petit débat lors de la création de ces diapos, à savoir que ça, c'est bien une betterave sucrée. C'est pas une betterave, c'est une betterave sucrée. Ça n'a pas la même tête, les deux. Mais effectivement, c'est une betterave sucrée. Donc ça, c'est également des plantes qui sont modifiées génétiquement, et il y en a beaucoup d'autres. Je prends notamment l'exemple des plantes modifiées génétiquement au sein des États-Unis, parce qu'en Europe, on n'a pas beaucoup d'OGM, pratiquement pas, parce qu'on a un moratoire, on verra ce que c'est après, mais on bloque en fait la culture et la récupération la culture des OGM et l'acquisition des OGM dans plusieurs pays d'Europe. Donc ça, c'est surtout des fruits qui sont commercialisés et fabriqués aux États-Unis. Au niveau des animaux, on a différents types d'OGM qui existent, notamment des saumons OGM au Canada. Les saumons, c'est des poissons qui ne peuvent se développer qu'à une certaine partie de l'année. Au Canada, ils sont tout simplement enlevé le gène, enfin modifié le gène qui permettait ce développement qu'à une partie de l'année, de façon pour qu'il se répète au cours de l'année entière. C'est-à-dire que le poisson, plutôt que de se développer qu'à une certaine partie, il va se développer pendant l'année entière et jamais s'arrêter de se développer. Ce qui permet d'avoir des saumons beaucoup plus gros, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus avec une consistance beaucoup plus importante et donc tout ce qui s'ensuit. Donc ça, pareil, question éthique, c'est douteux, mais si ça permet d'avoir plus de saumon, ils se sont dit pourquoi pas. On a d'autres types d'OGM chez les animaux, par exemple la production de soie dans le lait des chèvres, avec une soie qui d'ailleurs est pour le coup beaucoup plus résistante que la soie naturelle des araignées, qui est plus de, je crois, 10 000 fois plus résistante que l'acier si on les mettait à même niveau. Donc ça, c'est un moyen de production assez rapide et assez efficace d'un matériau comme la soie. Encore une fois, c'est très peu éthique parce qu'on utilise un animal pour ça, mais ça existe. Comment ? Ça marche comment la soie En fait, de ce que j'ai vu, c'est que le lait est produit et dans le lait, il filtre la soie qui est produite à l'intérieur du lait. Ouais. C'est glauque, mais pourquoi pas. Chez la vache, on a beaucoup d'OGM qui existent, mais les plus récents, enfin du moins ceux qui ont été plus connus, c'était la production de lait humain chez la vache et la production de lait à faible taux de lactose pour les personnes intolérantes. Donc c'est des OGM qui ont existé, mais je suis pas sûr qu'ils aient été... c'est pareil pour les chèvres et les saumons. C'est pas des trucs qui ont très très bien fonctionné, qui sont restés parce que question éthique et question de commercialisation, on n'aime pas trop l'idée de... Ah oui, c'est totalement glauque, mais on n'aime pas trop l'idée de commercialiser des trucs qui viennent d'animaux comme ça, donc ça n'a pas super bien fonctionné de ce que je me souviens. Peut-être les saumons qui existent encore, mais vraiment le reste, ça n'a pas été à fond. On utilise aussi des bactéries, tout à l'heure je vous ai montré la modification de bactéries au niveau génétique. Les bactéries, c'est aussi utilisé aujourd'hui pour produire notamment différentes drogues parce qu'en anglais on dit drugs, mais des médicaments, qui sont notamment beaucoup de médicaments utilisés dans le cas des cancers et des leucémies. Mais on a également des médicaments dans le traitement du diabète, dans les hormones de croissance, dans l'anémie. Donc ça, c'est tout simplement un produit de clonage. Comme je vous montrais tout à l'heure, le clonage qui était le procédé de faire en sorte que les bactéries se multiplient et gardent à l'intérieur d'eux un plasmide avec un vecteur d'intérêt. Tout simplement, ce vecteur, il va avoir un gène à l'intérieur, cette plasmide, ils vont avoir un gène à l'intérieur qui va permettre la production de cette humuline. Et dans le milieu dans lequel les bactéries vont baigner, on va tout simplement récupérer et filtrer ces médicaments et ça va nous permettre de les produire par synthèse. Si vous me demandiez comment créer des médicaments, généralement on utilise des bactéries pour ça. Et la question justement qui se pose au niveau éthique, c'est que si on utilise des médicaments, comme je disais tout à l'heure, qui ont été créés à travers un clonage de bactéries, c'est-à-dire qu'ils ont été clonés à travers une résistance aux antibiotiques. Et le problème, c'est que les bactéries qu'on utilise dans ces cas de clonage sont des Escherichia coli, Et les Escherichia coli, c'est des bactéries qu'on a tous au sein de notre organisme. Et si jamais il y en avait si on a géré un gène de résistance aux antibiotiques présent au sein de l'humuline ou de la protropine, etc., et que ça pouvait être transmis, alors ce serait vraiment aléatoire, mais ça pourrait arriver au sein de la population générale,
ça serait transmis au sein de notre microbiote ou au sein de nos Escherichia coli qu'on a dans notre organisme, ça pourrait provoquer des maladies qui seraient, des pandémies qui seraient assez dramatiques. Donc c'est une des problématiques, un des questionnements qu'on a sur les OGM, mais en soi c'est très aléatoire et c'est très voué à un facteur chance qui est vraiment, enfin c'est vraiment pas de bol pour le coup. Donc la question des OGM pose beaucoup la question du pour ou du contre. Évidemment le pour les OGM, mais la photo est assez glauque. Le pour des OGM, c'est qu'effectivement on permet d'obtenir les traits de caractéristiques d'intérêt désirés, que ce soit au niveau des végétaux, au niveau des animaux, au niveau des bactéries et autres. On peut obtenir ce qu'on veut à travers un organisme. On peut utiliser l'organisme pour vraiment l'utiliser comme une machine, tout simplement, qui nous produit ce qu'on veut. Donc en soi, c'est intéressant pour ça, mais après c'est une question d'éthique. C'est moins coûteux, et on a des gains pratiques, notamment au niveau des plants et des cultures. On a moins de traitements chimiques, moins de pesticides, moins d'herbicides, parce que justement, les plants sont plus résistants aux mauvaises herbes, aux pestes, entre guillemets, aux insectes, etc. Alors au contraire, justement, tu as raison pour un truc, c'est que effectivement, il y a moins de traitements normalement utilisés. Simplement, il y a des études qui ont été sorties qui disaient que le fait d'avoir fait par exemple le glyphosate, comme disait Pierre-Henri Guillon au début de séminaire, le glyphosate, par exemple, qui est très utilisé qui est très vendu par Monsanto et qui est très utilisé dans les cultures, notamment OGM, c'est pour détruire les mauvaises herbes, sachant que les OGM, eux, sont censés résister au glyphosate. En fait, vous allez provoquer une sorte de résistance naturelle, innée, des mauvaises herbes face au glyphosate, et ça va en fait empirer en permanence. C'est-à-dire que pour pouvoir traiter ces mauvaises herbes, vous allez devoir créer plus de glyphosate, et après les mauvaises herbes vont encore arriver, plus de glyphosate, etc. Le fait d'avoir mis des OGM, des plants qui résistent à une molécule herbicide, ça va en fait provoquer une certaine évolution auprès de ces mauvaises herbes autour, qui vont impliquer beaucoup plus d'utilisation. Donc ironiquement, on est censé avoir moins de traitements chimiques, mais ironiquement, on a plus de 1500 fois la dose utilisée dans les plants naturels pour des OGM. Le glyphosate, tu disais, ouais, pourquoi plus de 1500 fois chez les plants OGM? C'est une question de résistance, en fait. Comme les plants sont résistants au glyphosate, bah, du coup, les mauvaises herbes, elles s'adaptent également, et on a une sorte d'augmentation. Ça permet une production de masse, donc évidemment, le fait des OGM qui permettent un meilleur rendement, une meilleure production, que ce soit aussi bien au niveau des plants qu'au niveau des médicaments. Si on veut produire en masse des médicaments, plutôt qu'avoir un tout petit filtrat, on a là cette fois-ci des cuves entières de bactéries qui produisent des médicaments par litre. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et on a des produits qui normalement sont non dénaturés, voire améliorés, puisqu'on leur injecte des traits de caractéristiques qui les rendent meilleurs, comme par exemple, comme disait Pierre-Henri Gouillon au début de séminaire, on avait le riz doré qui était censé avoir un taux de carotène qui était beaucoup plus important, qui au final n'est pas folichon. Donc normalement c'est censé ne pas dénaturer les produits et les améliorer, mais ça encore une fois, c'est un sujet à débat encore une fois. Et il y a également le contre des OGM. Bah, là je pense qu'on a toute une liste, j'en ai sorti quelques-uns, mais on a toute une liste pour les OGM, pour le contre. L'impact environnemental, on a un risque sur la biodiversité. Si on fait que des OGM, on choisit donc du coup qu'est-ce qui pousse et on enlève ce facteur naturel de développement, d'évolution. Donc par conséquent, on a un gros risque sur ce développement. La dénaturation des produits, est-ce que c'est un risque pour l'homme ou pas, sachant qu'on va modifier des aliments, on va modifier je parlais du saumon tout à l'heure, le saumon modifié génétiquement, est-ce que c'est pas un risque de manger ce saumon? On a donc certains risques si on ingère ou si on utilise ces médicaments, ces produits qui ont été modifiés génétiquement, et un risque de danger biologique, comme je disais tout à l'heure, effectivement, comme c'est lié au clonage et donc à une résistance antibiotique voulue de ces bactéries, est-ce qu'un jour on n'aurait pas le risque de voir ce gène de résistance être ingéré par quelqu'un et finir par être inséré au sein de son génome? Ce qui a encore une fois peu de chances d'arriver, mais c'est toujours une problématique qu'on peut soulever. Forcément, après tout ça, il y a une question éthique qui se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment le droit de manipuler génétiquement des animaux pour le biais justement de ce qu'on voulait faire là depuis tout à l'heure, ou pour le biais de produire par exemple de la soie ou quoi que ce soit. Donc pour répondre à ces questions, on a quand même des comités d'éthique au sein des laboratoires qui vérifient ce qu'on fait, qui bloquent tout projet qui pourrait être totalement dénué de sens ou qui pourrait utiliser des animaux qui n'ont pas intérêt d'être utilisés dans telle étude. Dans le but, on essaie de récupérer d'utiliser des animaux qui sont les moins, entre guillemets, éthiquement douteux. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas utiliser des singes pour faire une étude de développement de neurones. Pour ça, on peut utiliser le poisson zèbre. C'est quand même plus éthique, c'est plus petit, ça impacte moins l'opinion publique. Il y a toujours une déclaration qui est faite auprès de ces comités, notamment lorsqu'il y a une notion de douleur qui est impliquée au sein de l'animal. Il y a beaucoup d'études, on ne peut pas faire autrement, faire une notion de douleur au sein de l'animal. Mais pour ces notions-là, on a quand même un dossier qui est monté, on a une autorisation ou pas de la part du comité éthique. C'est pas fait au bon vouloir des chercheurs, clairement. Et on a également la règle des 3 R qui permet de réglementer l'utilisation animale en laboratoire. Donc réduire le nombre d'animaux,
raffiner les méthodes, utiliser des méthodes par exemple qui n'impliquent pas d'utilisation animale, comme par exemple la culture cellulaire. Simplement récupérer un bout de peau humain, c'est un simple micromètre de peau, et le faire en culture, le faire développer ses cellules et permettre de manipuler directement de l'humain en plus sur des cellules, plutôt qu'utiliser un animal pour ça. Et on a également le principe de remplacer par d'autres modèles, comme je disais tout à l'heure, si on ne veut pas utiliser le singe, si on a une étude qui peut être faite sur un poisson ou sur une mouche, ça va être plus simple de faire ça sur ces modèles-là que sur le singe. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui de diminuer énormément le taux d'animaux, disons, comme je disais, éthiquement douteux utilisés. Il y a beaucoup moins de singes qui sont utilisés, je crois qu'il n'y a même pas, enfin je sais plus, 0,5% de singes, de labos qui utilisent des singes en France, 0,5%, alors que 90% utilisent des souris et des rongeurs aujourd'hui. Ce qui est beaucoup, enfin qui encore une fois peut être douteux, mais qui est beaucoup moins grave qu'utiliser des chats, des chiens ou des primates. Après, de toute façon, avec le temps, on tend vers une utilisation moindre de ces animaux, mais les souris et les rongeurs, c'est quand même un animal qu'on va utiliser pendant beaucoup de temps, parce que c'est quand même des modèles qui sont très intéressants, et il nous faut quand même un modèle vertébré, mammifère quand même. Donc on s'est diminué à ça. Si on peut se diminuer encore plus, mais on ne peut pas vraiment aller moins haut que le rat. Ouais, cette pub est très douteuse au passage. Personnellement, je l'ai trouvée très, très glauque. Parce que, enfin, ça implique un choix moral forcément les personnes qui la voient, et c'est pas forcément top de faire ça. Donc je n'ai pas trouvé vraiment génial, mais bon, c'était juste pour le souligner. C'était affiché au passage dans des villes entières aux États-Unis, dans des grandes pancartes gigantesques. Niveau douteux, c'est pas mal. Du coup, on modifie des animaux, mais est-ce qu'on peut modifier des êtres humains? Et si c'est le cas, est-ce qu'on n'a pas une question d'éthique là-dessus, notamment une question de transhumanisme, le fait de vouloir modifier un être humain pour le rendre meilleur, entre guillemets, à travers une modification génétique ou autre? On a différents intérêts quand même à manipuler des êtres humains, enfin manipuler génétiquement c'est très glauque, mais par exemple si on pouvait le faire sur des séquences génétiques chez l'embryon, on pourrait par exemple prévenir les maladies génétiques comme Parkinson, Huntington ou autres. On pourrait le savoir à l'avance, ou les prévenir ou les modifier. Il y a quand même une notion également d'eugénisme, donc là c'est la sélection des espèces à travers leurs gènes. Donc c'est par exemple si un parent voit dans la séquence de son enfant qui est à naître qu'il n'y a pas les yeux bleus, pourrait se dire ouais, bah, je veux pas d'enfant sans les yeux bleus, ça peut être stupide, mais ça peut être quelque chose qui peut être détecté à travers une simple observation génétique. Donc là il y a une question de se dire également est-ce que c'est vraiment éthique de pouvoir faire un choix à travers les gènes. Et la question également c'est la modification du pool génétique. Admettons qu'on veuille modifier un embryon humain, ou même peu importe humain, là pour le coup ce sera vraiment humain. Si vous voulez modifier un embryon humain pour par exemple lui rendre les yeux verts au lieu des yeux bleus, ça peut être très con, mais ça peut être d'autres types de problématiques. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, après, si cet être humain va forcément se reproduire, être dans la nature, etc., est-ce qu'il n'y a pas un problème de modifier, après plusieurs générations, un pool totalement d'êtres vivants? Là, je prends les cas des yeux verts, et c'est pas forcément un cas vraiment légitime, mais une simple modification peut très vite se disséminer au sein d'une population, et donc provoquer une dissémination qu'on ne veut pas forcément voir se disséminer. Donc il y a toujours des questions très éthiques à se poser au niveau des êtres humains et de la modification génétique, mais pour le moment, on n'est pas encore tout à fait à l'aise avec ça. Il y a également un comité qui s'est rassemblé cette année dans les états généraux de la bioéthique qui s'appelle le Comité consultatif national d'éthique. Bon, en gros, c'est souvent des vieux là-dedans, mais bon. C'est des vieux qui appellent la population à donner leur avis sur des questions d'éthique. Ça peut être des questions sur tout et n'importe quoi, et cette année, c'était très axé notamment sur la PMA pour les familles, par exemple, avec deux mères ou avec une seule mère, célibataire, savoir si on avait l'autorisation de leur laisser faire des PMA. Une procréation médicale assistée. C'est est-ce qu'elles ont le droit d'avoir des enfants alors qu'il n'y a pas de père, par exemple. De toute façon qu'on peut le faire très bien avec une fécondation in vitro ou avec d'autres trucs comme ça. Il y a toujours la question de se dire est-ce qu'on peut le faire ou pas. Jusque-là, aujourd'hui, c'était mitigé au niveau de l'autorisation, mais apparemment, après ce comité des États généraux de la bioéthique, la majorité de la population a décidé que oui, c'était quelque chose qu'on pouvait totalement autoriser, c'est totalement normal, ce qui, du coup, n'a pas pour rôle de faire passer la loi, mais qui a pour rôle de le rapporter au gouvernement, de leur dire la population estime que c'est quelque chose qui aujourd'hui devrait être autorisé, devrait être légal. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont posées par les comités généraux les états généraux de la bioéthique. Il y avait des questions sur la manipulation d'embryons, par exemple, qui passent pas très bien pour la population aujourd'hui. Il y a les questions notamment de modification génétique chez l'embryon, qui également passent pas des masses non plus encore en France. Donc il y a beaucoup de questions qui ont été abordées et le rapport a été rendu au mois de juin, je crois. Le rapport a été rendu et il n'est pas super facile à lire, il est un petit peu chiant, faut le dire. Mais dans l'idée, les idées générales qui ressortent, c'est ça. C'est sur les 5-6 sujets qui sont sortis. On est totalement pour la PMA pour les parents sans père, mais on est contre la manipulation génétique chez les enfants. C'est quelque chose qui pourrait sembler logique et concret pour quelqu'un lambda, mais derrière ça, c'est quelque chose qui n'est toujours pas accepté dans la population actuelle.
Et donc c'est intéressant qu'on ait un comité comme ça qui permette de donner leur voix aux citoyens et de leur demander leur avis sur des questions d'éthique qui peuvent toucher à la modification génétique notamment. Il y a également les moratoires qui existent. Les moratoires, c'est s'arrêter simplement de faire de la recherche, s'arrêter de commercialiser quelque chose qui pose des problèmes éthiques. C'est simplement, on se dit, mince, on est peut-être allé trop loin, on va peut-être s'arrêter, se poser, réfléchir, et se demander si on n'est pas parti trop loin, et si jamais on estime que non, bon, on continue. Si on estime que oui, bon, on est d'accord pour ne jamais continuer. C'est quelque chose qui s'est produit dans l'histoire, notamment, par exemple, la conférence d'Azimolar en 1975, où ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire des bactéries OGM, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec une bactérie, qu'on pouvait la modifier, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et ils se sont dit, ouais, mais est-ce que c'est pas risqué au niveau des antibiotiques, justement, la résistance antibiotique? S'il y a une bactérie qui se barre et que ça se retrouve dans la nature, on a déjà du mal avec les résistances antibiotiques naturelles. Si en plus on a celles qui sont induites en laboratoire, les épidémies, ça va juste être infernal. Donc ils se sont dit, et si on s'arrêtait, si on discutait? Donc il y a eu énormément de chercheurs dans le monde entier qui sont partis en Californie, qui ont fait une conférence et qui se sont dit, est-ce qu'on continue ou pas? Au final, ça ne servait à rien parce qu'ils sont partis en se disant non, finalement, c'est pas. Donc ils ont continué la recherche. Aujourd'hui, c'est très bien mis au sein des laboratoires de manipuler des bactéries, de leur donner des résistances, de les faire cloner comme ça. Donc au final, ça n'a pas servi à grand chose cette conférence, si ce n'est à se rendre compte quand même qu'on est parti loin. Mais aujourd'hui, on continue quand même et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a d'autres moratoires qui existent, et notamment, il y en a un qui existe en Europe depuis quelques années maintenant, qui concerne 17 pays sur 25, dont la France, et qui est contre les cultures OGM. C'est pour ça qu'on n'a pas de culture OGM en France, et qu'on n'a pas prêt d'en avoir encore. Mais on a beaucoup de pays en Europe qui refusent totalement les OGM parce que on ne sait pas suffisamment de choses dessus, on ne sait pas encore si ça fait des dégâts ou pas au sein des organismes, des êtres humains. Donc on ne le commercialisera pas pour le moment. La Suisse également, qui du coup n'est pas dans l'Europe, mais la Suisse également a un moratoire qui date depuis 2005, je crois, qui ne veut pas d'OGM et qui est poursuivi encore jusqu'à 2021, donc ils ne sont pas prêts d'en faire non plus. Les perspectives là-dessus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les gènes? Il y a la question du forçage génétique, c'est quelque chose, notamment, il y a une conférence, je crois, c'est en Égypte, si je ne dis pas de bêtises actuellement, où ils discutent du forçage génétique, de ce que ça implique. Le forçage génétique, c'est simplement modifier le gène d'une population entière. Simplement vouloir qu'une population entière ait un trait de caractéristique qui nous intéresse dans le monde entier. Ça peut par exemple être utile pour le cas des transmissions de maladies à travers les moustiques. Si on était capable de transférer, de faire en sorte que les moustiques se transfèrent un gène, se partagent un gène qui les empêche de transférer une maladie ou autre, on modifie toute une population de moustiques pour notre intérêt, certes, on n'a plus de maladies qui sont transmises, la malaria, etc., c'est fini. Mais derrière ça, on a modifié toute une population. Est-ce qu'il n'y a pas des questions éthiques à avoir derrière? Est-ce qu'on n'est pas en train de se demander que finalement, on joue un peu à Dieu pour rien, quoi? Donc, ça ne fonctionne évidemment que dans les populations en reproduction sexuée, et de préférence dans les populations en reproduction sexuée rapide, même si ce serait tout impossible de faire du forçage génétique chez l'homme. Si on voulait dans 100 ans, 100 ans, beaucoup plus de 1000 ans, on ait tous un gène qui soit modifié, qui soit exprimé d'une certaine manière, on pourrait totalement le faire. Il suffirait de faire ça. Oui. Asexué, parce que du coup c'est quand même la question de partager des gènes. Et dans la reproduction asexuée, ça dépend si tu conserves tes gènes ou pas dans la reproduction asexuée, mais normalement oui. Bon, c'est vrai que pour le coup c'est vrai que c'est pas con, tu pourrais faire ça dans une asexuée, oui. Mais bon, c'est vrai que ça marche quand même. Enfin, ça marche mieux dans le sens où tu as un brassage général, mais effectivement, oui, en soi, ça pourrait être possible dans une reproduction sexuée. Après, je vois pas d'exemple là maintenant qui pourrait me dire le contraire. C'est possible que je t'en sortirai d'autres plus tard, mais pour le moment, c'est vrai que tu as probablement raison, on pourrait pas faire ça. Enfin bref, du coup, c'est vraiment la question de pouvoir modifier une population entière au niveau de leur gène. On a par exemple la question de si par exemple on pouvait rendre tout bêtement fertile la population humaine. Il suffirait juste de bloquer les gènes qui permettent la reproduction et de permettre du coup d'empêcher la population entière d'être fertile. Ça pourrait être par exemple une des issues du forçage génétique. Le forçage génétique, c'est quelque chose, en gros, il faut s'imaginer qu'on veut qu'une population réponde à nos critères. On modifie totalement une population en disant on veut qu'elle fonctionne comme ça. C'est carrément remplacer l'évolution naturelle par une évolution artificielle. C'est fonctionnel après plusieurs générations, évidemment, parce que si jamais vous modifiez 500 moustiques aujourd'hui, vous n'allez pas forcément avoir dans 10 ans toute la population de moustiques qui va arrêter de transmettre la malaria. Vous allez sûrement attendre beaucoup de générations, beaucoup de générations avant que ça arrive, parce qu'il faut que ce gène se transmette, il faut être sûr qu'il se transmette. C'est quelque chose d'assez long en général, mais ça n'empêche pas le fait que ça puisse exister. Le risque, c'est que s'il y a une mutation au niveau du gène forcé, vous risquez d'avoir un impact grave sur la population entière. Donc là, alors, je donnais l'exemple de l'être humain et le fait de le rendre fertile, l'être humain. C'est pas top si jamais vous vous rendez compte que, admettons que vous vouliez muter autre chose et que finalement vous mutez un gène qui impacte dans la reproduction,
bah, au final, vous avez rendu une population entière totalement fertile, alors qu'à la base, ce n'était pas votre but. Donc, il y a toujours un risque. Pareil, si vous mutez un gène et finalement, ça provoque des mutations, bah, vous faites comment pour l'arrêter, sachant que ça s'est déjà transmis dans la population, et finalement que la population va développer une mutation parce que vous avez voulu modifier un gène. Il y a toujours un énorme risque à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, on a des discussions, des congrès, etc., qui discutent de ça en envisageant un moratoire sur le forçage génétique. Pour terminer, on a une dernière application possible, la thérapie génique. Quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est l'idée qu'on puisse réparer un gène qui a provoqué une maladie génétique. Par exemple, vous avez, je reprends l'exemple d'Huntington. Le fait de pouvoir réparer le gène d'Huntington, c'est toujours intéressant. Et c'est une question de la thérapie génique, justement. Est-ce qu'on ne pourrait pas, tout simplement, chez un être humain développé, remplacer les gènes déficients de cet être humain? Donc pour ça, on a deux méthodes. La première, c'est une injection locale des vecteurs, c'est-à-dire des virus, etc., qui contiennent l'ADN non muté, donc nos transgènes, donc l'ADN qui va réparer. L'injection locale, ça veut dire, par exemple, s'il y a un cancer et qu'on veut tuer le cancer en bloquant les gènes qui vont permettre la réplication du cancer, qu'on a un cancer dans le bras, simplement injecter au niveau du bras et que ça se répercute qu'à cet endroit-là et pas un autre. La deuxième méthode, c'est simplement, on prend un bout de peau, une culture humaine, on la fait pousser, on modifie génétiquement cette culture et après on la réinjecte au sein de l'être humain. Ça peut être fait aussi avec des organes. Si on peut créer un organe artificiel et le transplanter à un être humain pour remplacer un organe déficient à travers un gène, ça peut être intéressant. Pour la formation de cette photo-là, ça en vert, ce sont justement les virus qui transportent l'ADN jusqu'à ces cellules qui sont en fait des cellules situées au niveau de la barrière entre le sang et les rétines. Et c'est des cellules qui, dans une maladie particulière, je ne sais plus, j'ai dans les notes, mais une maladie particulière rend une pigmentation de l'œil un peu déficiente, différente. Et donc du coup, pour soigner cette maladie, ils ont une méthode de thérapie génique qui implique d'envoyer simplement un gène réparateur, enfin le gène en question, la pigmentation, mais réparé pour qu'il se mette à la place de gène cassé. Donc ça, c'est visuellement ce que ça représente de transporter un gène au sein d'une cellule. Et donc pour terminer, on a également, comme exemple de thérapie génique, le cas des bébés bulles qui existaient, qui existent toujours, mais qui étaient notamment assez fréquents en fin des années 90, avec des enfants qui avaient un gène déficient non fonctionnel, qui était le SCIDX1, on s'en fout, mais en gros c'était un gène qui provoquait une immunodéficience totale lorsqu'il était impacté. On verrait ce que c'est que l'immunodéficience en particulier la semaine prochaine avec le séminaire sur l'immunologie, mais en gros les enfants pouvaient plus se défendre face aux maladies qu'ils attaquaient. C'était un peu comme avoir le sida, sauf que vraiment vous n'aviez plus aucune défense immunitaire, vous étiez obligé de vivre dans des bulles, ils étaient obligés de vivre dans des bulles totalement stériles, et c'était du coup totalement assez handicapant. Et les premiers traitements efficaces de thérapie génique, donc en essayant de réparer ce gène, ont été conduits en 1999. Si je ne dis pas de bêtises, ça a été notamment conduit par cet homme, Alain Fischer, qui a cofondé l'Institut Imagine pour les maladies génétiques, qui se trouve près de Montparnasse aujourd'hui, et qui du coup a permis le soin de quelques patients. Sauf qu'ils se sont rendus compte vers 2005 et quelques années après que sur tous leurs patients qui ont été soignés, c'est-à-dire qu'il y en a quand même, je crois, quelques-uns, 5 ou 6 patients soignés, il y en avait quand même un ou deux qui avaient développé une leucémie parce que le gène qu'ils avaient réparé, le SCIDX1, apparemment était, enfin le transgène en tout cas s'était intégré, qui était censé réparer ce gène-là, s'était intégré à côté de gènes responsables de maladies, de mutations. Et donc, sans le vouloir, ils ont impliqué des leucémies dans ces patients. Sur les patients qui ont été traités, il y en a, je crois, sur les 2 patients qui ont eu leucémie, ou je crois 5 patients de leucémie, il y en a 4 soignés et un qui n'a pas résisté à la chimiothérapie. Le problème a été résolu dès 2011 puisqu'ils ont juste changé la méthode pour une méthode de thérapie génique un peu plus propre. Je ne pourrais pas vous dire en détail comment, mais je crois qu'ils n'utilisent plus vraiment les mêmes méthodes type virus, etc. Mais voilà, c'est une opportunité également, la modification génétique, dans le cas de la thérapie génique. Voilà, merci beaucoup. J'ai vu que là, il y aurait c'est pas sûr, mais un scientifique chinois qui dit qu'il a modifié des bébés et qu'on appelle des bébés CRISPR. Ouais. Qu'est-ce que... C'est totalement le cas de la modification génétique. En fait, il a juste créé artificiellement, enfin pas créé artificiellement, en fait, il a juste modifié génétiquement, de ce que j'ai vu, un embryon avec CRISPR-Cas9, justement, ce que je vous ai présenté, probablement en injectant, en insérant un gène d'intérêt ou en enlevant tout simplement un gène qu'il voulait enlever. Alors dans quel but, je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. Si c'est pour leur mettre un gène, tu sais, il y a des gens qui sont résistants au VIH. Ah oui, c'est ça, il voulait rendre, oui, totalement. Il voulait les rendre totalement résistants. Encore une fois, c'est une question d'éthique. En fait, je pense que l'éthique, c'est quelque chose qui correspond à la façon où vous voulez que les gens vous voient.
Simplement, si vous voulez pas que... Enfin, vous avez une notion de morale depuis votre naissance, et si vous voulez pas que cette notion de morale aille dans le sens contraire des gens, bah, c'est ce que moi je considère être votre éthique, en fait. Si vous allez dans le sens que votre morale va dans le sens de celle de tout le monde, vous avez une éthique juste au sein de la population. Si vous allez contre ça, c'est une éthique mauvaise. Je pense que pour lui, il pense juste que sa morale n'est pas identique à celle des autres, et pense juste qu'il peut modifier un bébé, et que c'est dans le but de la science. Il a une justification pour ça, c'est il modifie juste dans le but de la science et de pouvoir rendre l'être humain meilleur. Ce que j'ai abordé quand je disais transhumanisme, en fait, c'est juste qu'on modifie un gène pour rendre l'être humain meilleur. Après, si lui, c'est ce qu'il pense, être mieux et être bien, bah, après c'est une question de majorité, quoi. Si tout le monde est contre, bah, il va forcément finir par s'arrêter et pas le faire, mais le problème c'est que c'est la Chine. Et la Chine, au niveau des réglementations, ils s'en foutent un peu en soi. S'ils veulent faire une mutation génétique, une modification génétique d'un embryon, ils le font. Il n'y a personne qui va les arrêter, au contraire, pour eux c'est une avancée scientifique, c'est être les premiers à avoir fait ça, c'est une question d'honneur, c'est une question de joie, quoi. Nous, c'est pas comme ça qu'on le voit, clairement, on l'aurait jamais fait. Et tu prends par exemple le cas de l'Angleterre où on peut modifier des embryons, enfin on peut manipuler des embryons et pas les modifier, mais on peut les manipuler pendant 2 semaines, 2 semaines maximum. Donc c'est assez radical quand on voit la différence avec la Chine qui eux ont juste pas tellement de réglementation. Les États-Unis aussi, je crois qu'ils vont réglementation, ça change un peu, et à la Corée également où ils s'en foutent totalement. Mais voilà, on est sur des pays qui n'ont pas vraiment, bah, je dirais pas de morale, mais ils n'ont pas la même morale qu'on a, quoi. Ils ont une éthique qui est différente de la nôtre et qui pour eux c'est normal. Après, qui sait, ça se trouve, ils nous diront qu'ils avaient raison et qu'un jour, et puis qu'on verra qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que ça marche très bien et qu'on n'a plus personne qui atteint de. Bah, en soi, c'est ce que je disais sur le forçage génétique, en soi. C'est si tu arrives à faire ça sur un être humain et au final tu fais ça sur 500 êtres humains, dans 1000 ans, tu as toute personne qui est capable de développer le VIH ou. Enfin, capable d'attraper le VIH ou autre. C'est du forçage génétique, c'est qu'on essaie de faire en sorte qu'une population entière soit résistante à quelque chose ou une mutation qui soit induite par ce qu'on voulait faire. Donc après, ce que j'en pense, bah, titre personnel, on va pas élaborer là-dessus, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment top de manipuler un être humain comme ça. Même si c'est dans le but scientifique, je pense qu'il y a quand même des essais à faire avant, des essais cliniques, des tests sur des animaux et autres pour voir si ça fonctionne vraiment, quoi. Je sais pas s'il en a fait, lui, je pense, enfin, j'espère. Encore une fois, c'est la Chine, on peut pas savoir. On se fixe quoi comme critères pour décider qu'on est d'accord La plus souvent, la juste. Tu as dit par exemple les souris c'était mieux que le singe, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Les critères qui permettent de dire ça, bah, c'est tout simplement qu'en fait, c'est encore une fois c'est l'avis de la population générale. C'est-à-dire que demain, si tu leur dis tu préfères quoi entre manipuler un singe ou manipuler une souris, bah, la plupart des gens vont dire bah, une souris. Parce qu'on a tendance à avoir plus de difficultés à manipuler quelque chose qui est plus proche de l'homme, simplement. Si demain je te dis entre une mouche et un singe, tu vas forcément dire bah, la mouche, je m'en fous. T'as une histoire de système nerveux pour, par exemple, les invertébrés Ouais. qui n'ont pas, alors qu'avec une souris, il n'y a pas de. Bah, système nerveux, en fait, beaucoup d'animaux en ont. Le zébrafiche en a, le poisson zèbre en a. Tu pourrais très bien faire une thèse de. Bah, je sais plus si la droso aussi a un système nerveux. Disons peut-être aussi le singe, vu qu'il se rapproche plus de l'homme au niveau modèle. Après, bah, il y a, si tu voilà, après, il y a prends la le question, il y a la question de la légitimité d'utiliser par exemple un poisson pour représenter un système nerveux, sachant que c'est que 70% d'homologie avec l'homme, on peut pas être sûr que le système nerveux soit identique à celui de l'homme. En soi, on n'utilise pas vraiment ces modèles-là comme modèle de l'homme, on cherche surtout à comprendre des mécanismes sur ces neurones. On cherche à savoir par exemple si dans le cas d'une maladie, cas de l'Alzheimer par exemple, bah, des neurones vont être dégradés ou pas, bah, plutôt que de faire ça sur un singe, on va faire ça sur un poisson. Et si jamais les neurones sont bien dégradés chez un modèle d'Alzheimer chez les poissons, on se doute que chez l'humain ça va être pareil, les neurones vont également être dégradés. Après évidemment, si on veut faire des traitements thérapeutiques et autres, on va plus en plus se rapprocher de l'homme, petit à petit aller sur la souris pour vérifier si ça répare les neurones, petit à petit après chez les singes pour voir que ça répare les neurones, ça c'est dans le cas thérapeutique vraiment, bah, si on arrive vraiment à des essais cliniques vraiment récents. Et après on teste sur l'homme, mais ça devient plus complexe. Mais en soi, quand tu me demandes si on a des critères pour choisir l'un ou l'autre, bah, c'est surtout, ouais, non, comme je te dis, après c'est une question d'avis population. Les gens préféreront que tu manipules la droso la mouche plutôt que des singes. Donc en soi, on essaie de diminuer cette échelle, enfin on essaie d'aller le plus bas possible de cette échelle d'animaux. Mais encore une fois, on ne peut pas s'en passer. Enfin pour le moment, on peut pas s'en passer. Il y a une question de praticité aussi quand même. Des mouches, t'as quand même plus de générations plus vite que C'est ça. des singes. C'est pour ça que moi le poisson c'est un modèle que j'adore, parce qu'en soi tu peux avoir énormément tu peux avoir une centaine d'embryons par contre, quoi. Du coup pour la génétique par exemple, où tu modifies la génétique, comme je te dis, un facteur chance, t'es pas sûr que tous tes œufs soient finalement mutés ou modifiés, tu vas peut-être avoir que 25% de modifiés, bah, 25% sur 100 œufs ça fait quand même 25, au final tu peux les garder et les faire se reproduire, et tu auras de plus en plus de générations mutantes, et c'est là que
c'est là l'intérêt en fait d'utiliser certains des animaux. Effectivement, c'est qu'il y a une reproduction qui est plus accélérée, il y a un coût qui est moindre, des mouches coûtent pas vraiment cher, des poissons non plus. Un singe, je peux t'assurer que tu t'en prends soin. Déjà parce que c'est plus proche de l'homme et que du coup, niveau éthique, tu fais gaffe, et puis surtout parce que ça coûte cher aussi. Donc oui, il y a plein d'avantages à prendre certains modèles animaliers que d'autres. Ok. Bah merci.